à patients hospitalisés toutes les 4 minutes. Ouais, c'est énorme. C'est le temps qu'il faut pour se préparer un café, en fait. Et pendant que l'eau chauffe, quelque part en France, il y a une vie qui bascule à cause d'un phénomène dont la soudaineté a vraiment de quoi terrifier. L'accident vasculaire cérébral. Exactement, l'AVC. Et aujourd'hui, notre mission pour cette analyse, c'est de plonger au cœur de cette urgence absolue. Il s'agit de comprendre la mécanique complexe de ce qui se passe sous notre boîte crânienne, d'apprendre à décoder les signaux d'alarme et surtout, et c'est là que c'est fascinant, d'explorer les innovations médicales qui semblent tout droit sorties d'un roman de science-fiction. Tout à fait. Pour faire ça, on a épluché un dossier exhaustif de la Fondation pour la recherche médicale, la FRM. C'est une véritable mine d'or, à la fois clinique et prospective. Bon, décortiquons tout ça. Avant de s'émerveiller sur, disons, les implants neuronaux ou l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut vraiment visualiser ce qu'est un AVC d'un point de vue purement mécanique. Et le meilleur point de départ pour ça, c'est de considérer le cerveau-moment pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire une machine incroyablement gourmande. Ah ouais, très gourmande. Bien qu'il ne représente que, allez, 2% du poids du corps, il consomme à lui seul environ 20% de notre oxygène et de notre énergie. Et le point crucial, c'est qu'il n'a aucune réserve. Zéro réserve. Zéro, donc si l'approvisionnement en sang s'arrête, ne serait-ce que quelques minutes, les neurones étouffent et commencent à mourir en cascade. L'AVC, c'est vraiment cette coupure de courant soudaine. Une vraie panne de secteur. C'est ça. Et les conséquences à l'échelle d'une population sont vertigineuses. C'est la deuxième cause de décès au niveau mondial, la première cause de handicap physique acquis chez l'adulte, et, un fait qu'on ignore souvent d'ailleurs, la première cause de mortalité chez les femmes. Plus d'1 million de personnes vivent aujourd'hui avec les séquelles de cette panne. En France, c'est colossal. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend vite l'enjeu de santé publique. Et ce qui frappe en lisant les recherches de la FRM, c'est que cette panne n'arrive pas toujours de la même façon, en fait. Il y a plusieurs scénarios catastrophes. Oui, 3 grands types pour être précise. Voilà. Et 80% du temps, c'est ce qu'on appelle un AVC ischémique. Pour faire très simple, c'est un problème de plomberie. Il y a un tuyau qui se bouche. C'est une excellente analogie. Il faut imaginer la tuyauterie d'une vieille maison qui s'entartre au fil des décennies. Dans le corps humain, ce tartre, ça s'appelle l'athérosclérose. Ce sont des plaques composées de cholestérol, de calcium et de débris cellulaires qui s'accumulent sur la paroi interne des artères. Et ça réduit le passage du sang petit à petit. Oui, mais attention, le danger immédiat n'est pas forcément que cette plaque bouche le vaisseau juste en grossissant. Ah bon? Non, le vrai danger, c'est que cette plaque est recouverte d'une fine pellicule, une sorte de chape fibreuse. Si cette pellicule se fissure ou se rompt, le contenu de la plaque se déverse d'un coup dans le sang. D'accord. Et là, l'organisme, croyant à une blessure, déclenche son système de coagulation en urgence. Un caillot se forme instantanément et c'est lui qui va bloquer net la circulation de l'oxygène. C'est fou ça. Donc, c'est le corps lui-même qui provoque son propre blocage en voulant réparer une micro-déchirure. C'est tragiquement ironique. Complètement. Et en plus, ce caillot ne se forme pas toujours directement dans le cerveau, n'est-ce pas? La documentation parle d'un autre mécanisme lié au cœur, la fibrillation atriale. En effet. Et c'est fascinant d'un point de vue biomécanique. La fibrillation atriale, c'est un trouble du rythme cardiaque. Au lieu de battre de manière régulière et puissante, une partie du cœur se met à trembloter, à fibriller. Un peu comme un spasme. Voilà. Et à cause de ce mouvement chaotique, le sang n'est pas expulsé correctement. Il a tendance à stagner dans les cavités cardiaques. Or, du sang qui stagne, par définition, c'est du sang qui coagule. Et donc le caillot se forme dans le cœur. Exactement. Un petit caillot se forme, il est propulsé dans la circulation générale, il remonte le long des artères carotides dans le cou et finit sa course en s'encastrant dans un vaisseau plus étroit du cerveau. C'est comme si le cœur tirait un boulet de canon directement vers la tête. Une image glaçante. Franchement, il y a aussi un autre terme qui revient souvent, notamment pour les patients plus jeunes, c'est la dissection artérielle. Oui, alors ça c'est une déchirure spontanée des couches internes de la paroi d'une artère du cou. Le sang s'infiltre dans cette déchirure, ce qui va rétrécir le vaisseau ou, là encore, créer un caillot. Et ça arrive comment? Ça peut arriver après un traumatisme léger, un choc lors d'un sport, ou même parfois sans aucune raison évidente. Et c'est d'ailleurs la cause la plus fréquente d'AVC ischémique chez les jeunes adultes. Ce que nous amène aux 20% restants. Si la grande majorité des AVC sont des blocages, l'autre scénario, c'est l'AVC hémorragique. Là, le tuyau ne se bouge pas, il explose.
C'est exactement cela. Une artère cérébrale se rompt. Le sang jaillit sous pression directement à l'intérieur du crâne. C'est la double peine, en fait. Absolument. Non seulement les zones qui devaient être irriguées sont privées d'oxygène, mais en plus, le son qui s'accumule crée un hématome. Et cet hématome écrase physiquement les tissus cérébraux environnants. La boîte crânienne est un espace clos, la pression n'a littéralement nulle part où aller. Et j'imagine que les causes de cette explosion sont liées à la pression sanguine. Très souvent, oui. C'est l'aboutissement de décennies d'hypertension artérielle mal contrôlée qui a fini par user et fragiliser les parois vasculaires. Ou bien ça peut être la rupture d'un anévrisme, une petite malformation en forme de ballon de baudruche sur une artère qui finit par céder. C'est terrifiant. Et le dossier mentionne aussi une dernière catégorie, un peu la bête noire des médecins, l'AVC cryptogénique. Oui, l'AVC mystère. Malgré les scanners, les IRM, toutes les analyses de sang possibles, la cause initiale reste un mystère absolu. On constate les dégâts, mais on ne sait pas ce qui a déclenché l'accident. Eh bien, avec une telle diversité de mécanismes destructeurs, il est évident que ce sujet concerne absolument tout le monde. Ce qui pose inévitablement la question des causes profondes. Pourquoi ces tuyaux s'encrassent-ils ou explosent-ils en premier lieu? C'est la question centrale de la prévention. Pour un public averti, les coupables habituels ne sont pas une surprise. Les sources rappellent que l'hypertension, la malbouffe riche en sucre et en mauvaise graisse, le manque de sport, la consommation excessive d'alcool et le tabac sont dévastateurs pour les vaisseaux sanguins. Sans oublier des facteurs psychosociaux comme le stress chronique ou la dépression. C'est de notoriété publique aujourd'hui. C'est vrai, ces facteurs reliés au mode de vie sont connus, même si, en réalité, ils sont toujours difficiles à modifier au quotidien. Mais les données de la Fondation mettent en lumière des combinaisons beaucoup plus pernicieuses et souvent moins médiatisées. Du genre, Par exemple, il y a un cocktail particulier, extrêmement toxique, qui concerne une démographie très spécifique. C'est l'association de la pilule contraceptive orale prolongée et du tabagisme. ah oui, c'est un point crucial qui mérite qu'on s'y arrête, ça. Absolument. La combinaison de ces deux facteurs multiplie de façon exponentielle le risque de formation de caillots sanguins chez les jeunes femmes. Ce n'est pas juste un risque plus un autre risque, c'est un effet multiplicateur majeur sur le système de coagulation. Ça crée une vraie bombe à retardement. C'est une faille préventive importante. Parce que l'AVC est encore trop souvent perçu, à tort, comme une maladie strictement réservée aux personnes âgées. Alors que non. Alors que non, la physiologie vasculaire peut être altérée très tôt. Bien sûr, l'âge et l'hérédité sont des facteurs non modifiables dominants. On voit le risque grimper en flèche après 55 ans, mais le mode de vie joue un rôle à tout âge. Et parfois, le corps donne un avertissement spectaculaire. Il y a un concept médical vraiment fascinant dans ces documents. C'est l'accident ischémique transitoire, l'AIT. Un mini-AVC qui disparaît tout seul. Oui. L'instinct naturel, quand un symptôme terrifiant comme perdre la parole ou l'usage d'un bras s'évapore au bout de quelques heures, c'est de pousser un grand soupir de soulagement et de se dire qu'on a échappé au pire. Et c'est là que réside le piège mortel. C'est-à-dire, L'AIT est la manifestation clinique d'un caillot qui a bel et bien bloqué une artère, créant des symptômes neurologiques graves. Mais, par miracle, ce caillot s'est dissous de lui-même ou s'est déplacé juste avant que les neurones ne meurent définitivement. Donc les symptômes disparaissent en moins de 24 heures et même souvent en quelques minutes. donc on se croit tiré d'affaire. Sauf que le mécanisme sous-jacent est toujours là. La plaque d'athérome instable dont on parlait, ou le cœur qui fibrille, est toujours en place, prêt à récidiver. Un AIT n'est pas un événement sans lendemain, c'est un séisme précurseur avant le grand tremblement de terre. Un signal d'alarme. C'est l'alarme incendie qui hurle dans la maison. Ignorer un AIT, se recoucher en se disant que ça va passer, c'est multiplier les chances de faire un AVC dévastateur dans les jours ou les semaines qui suivent. C'est une urgence médicale absolue. Bon, sachant tout cela, si la plomberie lâche soudainement, que ce soit un blocage ou une rupture, à quoi cela ressemble-t-il de l'extérieur? Pour notre auditoire, la brutalité de l'apparition des symptômes est vraiment ce qui définit l'urgence. Le fameux moyen mnémotechnique VIT résume parfaitement les signaux d'alerte. Tout à fait. V pour le visage qui se paralyse ou se déforme d'un côté. I pour l'inertie, c'est-à-dire l'incapacité soudaine de lever un bras ou une jambe, de manière asymétrique. T pour les troubles de la parole, une personne qui bafouille, qui cherche ses mots ou dont le langage devient incompréhensible. Et E pour l'urgence vitale d'appeler les secours, le 15 en France. Ce sont les piliers du diagnostic visuel rapide, et c'est vital de les connaître. Cependant, la complexité du cerveau fait que l'AVC peut parfois avancer masqué, avec des symptômes beaucoup plus atypiques.
Ah oui, le dossier mentionnait des choses moins évidentes. Oui, par exemple, si le caillot touche une zone spécifique à l'arrière du crâne, le symptôme principal peut être une cécité brutale d'un seul œil, comme si on tirait un rideau noir, ou bien une vision double qui apparaît d'une seconde à l'autre. Impressionnant. On peut aussi observer des pertes d'équilibre fulgurantes ou une confusion mentale intense totalement inexpliquée. Et il y a un autre piège diagnostique redoutable, particulièrement chez les personnes âgées. Un AVC peut parfois se manifester uniquement par une somnolence extrême, une perte de réactivité soudaine. Et là, l'entourage pense que la personne est juste très fatiguée. Exactement. Un entourage met souvent cela sur le compte d'un simple coup de pompe, on la laisse se reposer, alors qu'en réalité, des millions de neurones sont en train de s'éteindre minute après minute. Donc la règle d'or, dès le moindre doute, c'est l'appel immédiat au secours. Aucun passage par son médecin traitant. On ne prend surtout pas sa voiture pour aller aux urgences. On appelle le 15. C'est le seul réflexe à avoir, oui. Une fois l'alerte donnée, la machine médicale se met en route et le chronomètre est lancé. La première étape à l'hôpital n'est pas de traiter le patient aveuglément, mais de faire une image du cerveau avec un scanner ou une IRM. Pourquoi cette étape est-il une véritable question de vie ou de mort? Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, le neurologue doit répondre à une question binaire. Est-ce que le tuyau est bouché ou est-ce qu'il saigne? Le scanner permet de le voir instantanément. Et le traitement change du tout au tout. Totalement. Si c'est un AVC ischémique, le traitement consistera à fluidifier le sang pour dissoudre le caillot. Mais si c'est une hémorragie et qu'on administre un fluidifiant sanguin par erreur, on transforme une blessure grave en une hémorragie fatale incontrôlable. C'est pour cela que l'imagerie est le pivot absolu de toute la prise en charge. D'accord. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie une fois le diagnostic posé avec certitude? Si l'imagerie confirme un caillot, la médecine dispose d'une fenêtre de tir extrêmement serrée. C'est là que la notion de temps prend tout son sens clinique. Littéralement, le temps, c'est du cerveau. Pour un AVC ischémique, l'arme de première ligne, c'est la thrombolyse. La thrombolyse, d'accord. C'est une perfusion intraveineuse d'un puissant solvant chimique qui est conçu pour désintégrer le caillot. Mais attention, cette arme chimique a une date de péremption très courte. Elle doit impérativement être administrée dans les 4h30 suivant les tout premiers symptômes. 4h30, c'est très court. Et si on dépasse? Passé ce délai, le tissu cérébral environnant est tellement fragilisé et abîmé qu'envoyer soudainement un afflux de sang sous pression risque de faire éclater les vaisseaux. Ça provoquerait une hémorragie cataclysmique. Et si le caillot est trop gros pour être dissous, ou si le patient arrive à l'hôpital après ces fameuses 4h30? Tout n'est pas perdu si j'ai bien lu. Non, et c'est ici qu'intervient l'une des plus belles prouesses de la médecine moderne, la thrombectomie mécanique. On va aller chercher le caillot physiquement. C'est ça. Le neuroradiologue interventionnel passe par l'artère fémorale tout en bas au niveau de l'aine avec un microcathéter. Il remonte à travers l'aorte, navigue dans les artères du cou, puis s'introduit directement dans le réseau complexe du cerveau. Tout cela se contrôle radiographique continu. C'est de la haute voltige. Complètement. Une fois face au caillot, il déploie un minuscule filet métallique, il le capture et le retire physiquement du cerveau. Et cette intervention peut être réalisée jusqu'à 6 heures après l'AVC, parfois un peu plus selon les cas. Il y a d'ailleurs un concept fascinant soulevé dans les recherches de la FRM pour étendre cette fenêtre d'intervention, parfois jusqu'à 24 heures, dans des cas très spécifiques. C'est la notion de pénombre. Ce n'est pas juste un terme poétique pour faire joli, c'est un état biologique très précis. La pénombre, c'est vraiment le cœur de la bataille neurologique. Lors d'un AVC ischémique, il y a une zone centrale où les cellules sont mortes presque immédiatement. C'est le cœur de l'infarctus cérébral. Mais tout autour de cette zone nécrosée, il y a une vaste région de tissu cérébral qu'on appelle la pénombre. Et que se passe-t-il dans cette zone? Il faut visualiser cette zone de pénombre comme une situation de prise d'otage au niveau cellulaire. Les neurones dans la pénombre ne reçoivent plus assez de sang pour fonctionner normalement, donc le patient perd l'usage de son bras ou la parole par exemple. Mais ils reçoivent juste assez d'oxygène par des petits vaisseaux collatéraux annexes pour ne pas mourir tout de suite. Ils sont en sursis. Ils sont en état de stase, de mort apparente, attendant désespérément d'être secourus. Si le chirurgien parvient à retirer le caillot et à rétablir le courant à temps, cette zone entière peut se réveiller et récupérer ses fonctions. C'est miraculeux. Comprendre la pénombre, c'est comprendre pourquoi mémoriser les signes d'alerte n'est pas qu'une simple consigne de santé publique. C'est littéralement permettre l'opération de sauvetage de ces milliards de cellules tenues en otage. Chaque minute compte pour sauver la pénombre. Pour les AVC hémorragiques, l'approche est logiquement très différente. La priorité n'est pas de déboucher, mais de colmater la fuite.
Les documents expliquent que cela passe par des interventions chirurgicales complexes pour poser un petit clip en métal sur le vaisseau rompu ou introduire des spirales de platine pour boucher un anévrisme de l'intérieur, tout en faisant chuter la tension artérielle du patient pour ralentir le saignement. C'est une gestion de crise de plomberie lourde, oui. Mais une fois l'orage aigu passé, qu'il soit ischémique ou hémorragique, c'est là que commence le véritable marathon, non? En effet, l'hospitalisation d'urgence n'est que le prologue de l'histoire. L'enjeu bascule ensuite sur la plasticité cérébrale. La capacité du cerveau à se réparer. Voilà, le cerveau adulte a cette capacité incroyable de se recabler, de forcer des neurones sains à prendre le relais des zones détruites. Mais c'est un processus qui nécessite un effort massif, encadré par une véritable armée de spécialistes. Des kinésithérapeutes pour retrouver la motricité, des orthophonistes pour réapprendre à parler et à déglutir, des ergothérapeutes pour regagner en autonomie au quotidien. Et un soutien psychologique lourd, j'imagine. Indispensable. Le patient fait face au deuil de son corps d'avant. C'est une épreuve d'une violence inouïe. Eh bien, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce long parcours de rééducation force le respect, les recherches soutenues par la FRM sur l'avenir de la prise en charge ressemblent, pour le coup, à un bond direct dans le futur. On parle plus seulement d'apprendre à vivre avec les dégâts, on parle d'anticipation et de reconstruction à l'échelle moléculaire. Les pistes explorées sont éblouissantes, c'est le mot. Rien que sur la prédiction, l'intelligence artificielle change complètement la donne. Comment l'IA peut prédire en AVC? Eh bien, des algorithmes sont désormais capables de scruter des milliers de scanners pour repérer des micro-lésions invisibles à l'œil humain, ou même de prédire, en analysant de simples prises de sang ou des marqueurs biologiques, quelles plaques de cholestérol sont les plus susceptibles de se fissurer dans les mois à venir. C'est Minority Report appliqué à la médecine vasculaire. Exactement, on agit avant la catastrophe. Et pour les traitements d'urgence, la recherche vise à créer de véritables boucliers chimiques. L'idée, détaillée dans les rapports, serait d'injecter des molécules capables de stopper net l'asphyxie des cellules dans cette fameuse zone de pénombre dont on parlait. Ça leur donnerait beaucoup plus de temps pour survivre avant que le chirurgien n'intervienne. Ce qui élargirait les fenêtres d'intervention de manière spectaculaire. Mais là où l'esprit peine presque à suivre tellement c'est fou, c'est quand on aborde les stratégies de réparation neuronale. La source détaille par exemple l'utilisation du neurofeedback. Ah, le neurofeedback. Ça repose sur un principe de base. La pensée est une activité électrique. En plaçant des électrodes sur le crâne d'un patient en pleine rééducation, on peut capter l'activité de son cerveau et la traduire visuellement sur un écran. Ça peut prendre la forme d'une jauge qui se remplit ou même d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo contrôlé par la pensée. C'est l'idée. Le patient doit par exemple faire avancer une voiture sur l'écran uniquement par la concentration, en essayant de bouger son bras paralysé. En visualisant en temps réel l'activité de son propre cerveau sur l'écran, le patient apprend consciemment à réactiver des réseaux de neurones endormis ou endommagés. C'est de l'auto-rééducation électrique assistée par ordinateur. Fascinant. Et la frontière ultime évoquée dans ces documents, c'est la thérapie cellulaire et l'ingénierie tissulaire. L'idée de base semble simple sur le papier. Une zone du cerveau est morte, alors pourquoi ne pas y injecter des cellules souches toutes neuves pour remplacer les neurones perdus ? Sur le papier, c'est l'idée du siècle. Mais en pratique, c'est là que la biologie se complique sérieusement. Le cerveau n'est pas très accueillant. Pas du tout. Le cerveau n'est pas un muscle lisse ou une simple cavité. C'est une architecture en 3 dimensions d'une complexité absolue. Il faut se le représenter comme une sorte de toile d'araignée infiniment délicate, suspendue dans un fluide. D'accord. Si vous prenez de magnifiques cellules souches toutes neuves, cultivées en laboratoire, et que vous les injectez telles quelles au milieu de la lésion causée par l'AVC, elles se retrouvent dans un environnement toxique, inflammatoire et surtout complètement vide de toute structure de soutien. Elles n'ont nulle part où s'accrocher et finissent par mourir ou être évacuées par le corps. C'est exactement le problème soulevé par les chercheurs de la FRM. Et leur solution est tout simplement brillante, ce sont les hydrogels. Pour vulgariser un peu la science derrière cela, pour ceux qui nous écoutent, il faut imaginer un jardinier qui voudrait faire pousser de la vigne. Si on jette simplement les graines sur du béton lisse, il ne se passera rien, elles vont mourir. L'hydrogel, c'est la construction d'un treillis, d'un échafaudage microscopique pour que la vigne puisse grimper. C'est une excellente image. Les scientifiques développent aujourd'hui ces biomatériaux, ces fameux hydrogels, qui imitent parfaitement la texture molle et la composition chimique du cortex cérébral sain. C'est de la copie biomimétique.
Totalement. Ils y intègrent les cellules souches et des facteurs de croissance, puis ils injectent ce mélange directement dans la zone morte du cerveau. Une fois à l'intérieur, le gel se solidifie légèrement pour former cet échafaudage protecteur. Et là, les cellules peuvent survivre. Les cellules souches s'y accrochent, elles se sentent en sécurité dans cet environnement familier et elles commencent à se transformer en neurones. Elles vont créer de nouvelles connexions de part et d'autre de la lésion. Et la magie de la chose, c'est que l'hydrogel finit par se biodégrader naturellement, laissant derrière lui un tissu nerveux fonctionnel et reconstruit. C'est de la véritable architecture réparatrice à l'échelle du nanomètre. C'est vertigineux. Ajoutons à cela les interfaces cerveau-machine, où l'on décode les intentions de mouvement d'un patient paralysé via des puces implantées pour faire bouger un exosquelette robotique, et l'on réalise à quel point la neurologie est à l'aube d'une révolution sans précédent. Ce qui est fascinant ici, quand on synthétise l'ensemble de ces données de la Fondation, c'est le contraste vertigineux de l'AVC. Le point de départ est d'une affligeante banalité mécanique, en fin de compte. C'est vrai. Une mauvaise hygiène de vie, trop de sédentarité, une artère qui s'obstrue. C'est un simple problème de tuyauterie, et pourtant, sa résolution nous entraîne aujourd'hui aux confins du génie humain, en mobilisant des cellules cultivées en laboratoire, des gels nanotechnologiques et des algorithmes de pointe. Une évolution technologique spectaculaire, en effet. D'ailleurs, en parlant de technologie, il y a une dernière réflexion qui émerge de la lecture de ces recherches sur le futur de la détection précoce et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde pour conclure. Je vous écoute. Les documents mettent en avant l'utilisation grandissante de l'intelligence artificielle pour l'analyse faciale médicale. Et si l'on y réfléchit, l'objet que nous avons absolument tous dans la poche ou entre les mains, en permanence, c'est le smartphone. Oui, il ne nous quitte jamais. Ce smartphone passe son temps à analyser les centaines de micro-mouvements de notre visage pour se déverrouiller avec Face ID ou pour des applications ludiques, des filtres. Cet écran qu'on accuse très souvent et à raison de favoriser la sédentarité, qui est l'un des facteurs de risque majeurs de l'AVC, eh bien, il pourrait paradoxalement devenir notre meilleur bouclier. C'est une perspective intéressante. Il est fascinant d'imaginer un futur très proche où ce téléphone deviendrait un garde du corps biométrique totalement silencieux. Une intelligence artificielle tournera en toile de fond, capable de détecter une asymétrie imperceptible de la paupière ou un affaissement microscopique de la lèvre pendant qu'on lit un simple texto. Un diagnostic passif en temps réel. Exactement. Un système autonome qui comprendrait, grâce à ces microsignaux faciaux, que la zone de pénombre est en train de se créer dans notre crâne et qui prendrait la décision d'alerter les urgences avec une géolocalisation ultra précise avant même que la victime ne réalise que son cerveau est en danger de mort. La technologie au service du temps, ce fameux temps qui sauve le cerveau. C'est ça. La technologie, souvent vue comme une source d'isolement, pourrait bien être l'ultime observateur attentif de notre santé cérébrale. C'est une idée qui laisse songeur sur notre lien de plus en plus intime avec nos machines. Sur ce, merci pour cette analyse en profondeur. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante au cœur des sources cognitives.